je vais essayer de parler fort. Déjà, merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui et merci à Joe aussi. Cette conférence, cette série de conférences, elle est organisée par l'association universitaire du groupe Regard Critique, qui est une asso universitaire donc, depuis 1988 et ça promet un savoir critique. On fait des conférences, mais on a aussi plein d'autres activités qu'on aimerait développer, genre des zines, des kiosques, tout ça, sur plein de sujets. Donc venez nous rejoindre si ça vous intéresse pour proposer des sujets, des activités. Voilà, c'est assez libre. Et du coup, aujourd'hui, on offre l'asile scientifique académique à Joseph Daher, qui était prof invité à l'UNIL jusque récemment, où il a été arbitrairement renvoyé pour son soutien à la Palestine, pour avoir prêté sa carte. Je pense que les gens qui sont là le savent. Mais du coup, pour le GRC, c'est important de pouvoir bénéficier du savoir critique et d'avoir accès gratuitement à ça. Donc on remercie beaucoup Joe d'être là bénévolement et on vous invite à le soutenir avec les pétitions et tout ça et à venir au cours. Et d'ailleurs, pour faire le point sur l'affaire, il y avait vendredi au tribunal régional à Montnon, il y avait un rassemblement après la séance de conciliation qu'il a eu avec l'UNI qui n'a malheureusement rien donné. Donc l'UNI s'entête à l'ICAMP sur ses positions et ne se remet pas en question. Donc la suite, c'est le 9 avril, je crois. Mais il y avait plein de gens qui étaient là pour le rassemblement, on était près de 100 personnes, donc c'est super, continuez à venir. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est pour le troisième conférence de ce cycle de conférences qui est librement inspiré du cours qu'il aurait dû donner au semestre, qui est Histoire internationale post-45. Donc les deux premiers cours, ils sont sur la chaîne YouTube du GRC, vous pouvez les retrouver en intégralité. Et aujourd'hui, on va aborder du coup la question palestinienne, ses origines et son développement. Donc merci beaucoup Joe et merci d'être là. Merci beaucoup Marou, merci. Je voudrais remercier encore beaucoup pour le soutien du GRC et de cette possibilité qui m'est donnée de quand même donner mon cours. Et je vous remercie de votre présence, de vos soutiens, et en espérant que ce cours soit utile. Pour moi, que ce soit fait de manière officielle ou pas vraiment officielle, on va dire, ça ne change pas que je me donne la même rigueur pour vous essayer de vous transmettre un savoir critique sur une région qui souffre malheureusement, qui souffre matériellement, qui souffre de manière quotidienne, mais aussi de la manière dont elle est présentée, que ce soit dans une partie de l'académie aussi, des travaux scientifiques, mais bien sûr dans la presse dominante. Je voudrais aussi vous inviter demain, il y a une conférence qui est organisée par l'Institut d'études politiques, par mes collègues de la Faculté des sciences sociales et politiques, avec deux collègues que je connais bien pour leurs travaux sur la Syrie, Jérôme Drouvon et Patrick Henny, qui ont écrit un livre sur Hayat Tahrir al-Sham, qui est le groupe qui est maintenant au pouvoir en Syrie, et comment ce groupe a été transformé. Transformed by the People, c'est leur titre de nom, transformé par les gens. Et un peu la question, c'est de quoi le pragmatisme de Hayat Tahrir al-Sham est-il le nom? Et j'interviendrai comme discutant. Alors ça sera intéressant parce que je ne suis pas forcément sur la même ligne d'analyse que mes collègues. Et donc ça sera demain de 18h à 20h, également dans ce bâtiment Géopolis, dans la salle 16-12. Donc de 18 à 20h, c'est une entrée libre ouverte à tout le monde. De même, généralement aussi, dans mon cours, avant d'aborder peut-être le cours d'actualité, comme indiqué, origine et développement de la question palestinienne, vu que c'est un cours qui couvre sur une région qui a une actualité, on va dire, débordante. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours les événements, encore une fois, tragiques en Syrie. Et s'il y avait des questions, parce qu'on a eu pas mal aussi de couverture médiatique sur ces événements, encore une fois, pas fantastique, j'ai envie de dire. Donc s'il y avait quelques questions avant qu'on aborde l'introduction du cours, je serais content d'y répondre maintenant. Donc je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport, pour faire un résumé, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc à la suite d'une attaque qui a eu lieu sur la côte syrienne, près de Latakia, de cette ville de Latakia et Tartous, et les zones rurales de troupes anciennement affiliées avec le régime
de Assad, qui ont d'abord attaqué les forces de sécurité des nouvelles autorités, qui ont assassiné un certain nombre de personnes, et y compris il y a des rumeurs comme quoi ils ont assassiné des civils et ensuite appelé les services de sécurité des nouvelles autorités pour leur tendre une embuscade. En réponse, il y a eu une campagne de répression, mais qui n'a pas touché simplement des personnes affiliées à l'ancien régime, mais qui s'est transformée en campagne d'assassinat confessionnel, basée sur la carte d'identité. Si vous êtes alaouite, vous êtes assassiné. Et on arrive aujourd'hui à 1400 morts, dont 1000 civils de confession alaouite. Il y a tout un certain nombre de responsabilités politiques pour moi qui sont présentes dans ce cadre-là. En premier lieu, bien sûr, des anciens, des foulouls, comme on les appelle en arabe, ça veut dire ceux qui restent de l'ancien régime, mais le contexte politique qui nous a mené à cette campagne de répression qui s'est transformée en une campagne sur la base d'une identité confessionnelle et principalement dans les mains de l'actuel gouvernement qui n'a, depuis ces dernières semaines, derniers mois, pas arrêté ou n'a pas mis en place une structure qui permet une justice transitionnelle et d'arrêter ce qu'ils appellent toujours des incidents isolés, que ce serait de la part de certains groupes extrémistes, alors qu'il s'agit d'une armée maintenant constituée, certes avec des divisions, mais qui a permis d'arriver à ce type de massacre. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou... Oui. Les assassinats de civils alaouites ont commencé avant la dont tu parlais, ou ça a commencé là? Alors, il y a eu des assassinats, ce qui ont été appelés des incidents isolés, de civils alaouites dans la ville de Homs, qui avaient un passé relativement sanglant par rapport après le début de la révolution syrienne. Des formes de revanche ont été prises. C'est à partir de fin décembre, début janvier. Et après, dans la campagne de Homs, ça veut dire les zones rurales de Homs, il y a eu une cinquantaine de civils et il y a eu des cas isolés sur la côte également, où vous avez un certain nombre une partie de la population alaouite vit, mais pas forcément majoritaire, vu qu'il y a beaucoup de déplacements de population. Il y a une grande partie qui est à Damas, mais il y a aussi, c'est très mixte la côte, c'est pas simplement des alaouites. Et à la suite de l'assassinat de ces membres par des anciens du régime, quand des forces de sécurité, là je parle dans la dernière semaine, il y a eu une nouvelle campagne, mais d'une ampleur quasi sans précédent depuis ces dernières années, où là il y a quasiment aujourd'hui maintenant 1000 civils alaouites assassinés. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, oui. Allez-y. C'est une manière de parler. Ils tapent à la porte des gens en essayant de savoir s'ils sont alaouites ou pas. Alors, il y a eu des cas où certaines personnes ont été épargnées parce qu'ils n'étaient pas alaouites. Moi j'avais une question en fait sur du coup le fait que le gouvernement actuel syrien n'a rien fait n'a pas pris en charge une justice, etc. Est-ce qu'il y a des intérêts à ce qu'il y ait une continuation des massacres alaouites pour le gouvernement, ou est-ce que c'est un peu, ils se battent un peu tous les deux, ou est-ce qu'il y a une sorte d'accord avec les personnes qui tuent les alaouites et le gouvernement? Je ne dirais pas qu'il y a un accord. Il faut savoir que le président actuel, Ahmed El-Shara, a fait 2 déclarations en disant que ceux qui ont commis ces exactions seront punis. Il y a un comité indépendant qui a été mis en place. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnalités de ce comité qui sont ou issus de l'ancien régime, ou bien ont déjà eu des paroles, on va dire, confessionnelles à l'égard des minorités religieuses. Donc il y a un problème. Et le problème, c'est que le discours est constant depuis 3 mois. C'est-à-dire, il s'agit d'incidents isolés que nous allons prendre en considération et punir. Mais quand ça devient plus systématique, et de facto, il s'est auto-proclamé président de la Syrie, en charge de la nouvelle armée syrienne qui s'est mise en place, et a nommé des personnes qui sont connues pour avoir commis des crimes, dont pas simplement de son groupe, mais également de l'armée nationale syrienne, qui est une forme groupe armé proxy de la Turquie. La question, c'est que la justice transitionnelle aurait comme moyen de... Voilà, il faut que ceux qui ont commis des crimes, que ce soit les anciens régimes ou des groupes d'opposition, soient punis ou soient jugés pour leurs crimes commis. Mais bien sûr, ça ne l'arrange pas parce que ça voudrait dire aussi juger des membres de son propre armée, de son propre groupe.
Et donc c'est pour ça que la justice transitionnelle ne se met pas en place. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont créé les conditions politiques pour arriver aujourd'hui à la situation dans laquelle on est, et une phase de transition également politique qui n'est pas véritablement inclusive, où il y a une consolidation du pouvoir de Tahrir Sham sur les institutions étatiques, sur l'armée, les services de sécurité, et une sorte de transition superficielle où on dit, par exemple, il y a une conférence nationale de dialogue, mais pour discuter des sujets, il en faudrait des jours. La question a été effectuée en 3 heures. L'ordre du jour était quasiment... voilà, tous ces éléments nous mènent à la situation actuelle, selon moi. Et à un moment donné, on ne peut plus dire que c'est simplement des incidents isolés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou ça va? Oui. J'étais venu, il y avait quelques semaines que vous avez donné le cours spécifiquement sur la Syrie. Oui. Et a été évoquée la formation un peu d'une réunion pour discuter de plusieurs points concernant la Syrie post-révolution, où des personnes ont été invitées, mais ont reçu l'invitation la veille. Oui. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles de cette réunion-là? La conférence de dialogue national dont j'évoquais là, il y a tout un certain nombre de sujets qui ont été traités, notamment sur la question de la justice transitionnelle, mais sur l'économie, et autres. Donc il y avait 3 heures de discussion pour chaque section. Au-delà, qu'il y avait des invitations qui sont parties trop tard pour des personnes un jour avant qui habitent à l'étranger. La sélection des personnes n'a pas été effectuée de manière démocratique ou inclusive. Certains groupes ont tout simplement été écartés, représentatifs notamment des populations kurdes ou populations druzes du sud de la Syrie. Ensuite, il y a eu un communiqué final sur les conclusions de cette conférence de dialogue, mais qui était qui ne permet pas de faire une sorte de roadmap, un plan pour l'avenir de la Syrie, ou quelles mesures prendre pour permettre une transition réellement démocratique et inclusive. Donc on est au point mort. D'ailleurs, il y avait un gouvernement, normalement, un nouveau gouvernement qui devait être élu, ou nommé, pardon. Le 1er mars, c'est toujours pas le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, venons à la thèse du jour. On va un peu plus au sud, on va dire ce qu'on appelait à une époque, si vous voulez, dans le cadre appelé le Levant, le sud du Levant, la Palestine. Et on va essayer de comprendre comment est née la question palestinienne, qui continue de marquer le Moyen-Orient, mais comme on le verra, le monde entier, j'ai envie de dire. On voit que les derniers événements affectent également l'Université de Lausanne, cette question palestinienne. Elle est toujours non résolue. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment est née cette question palestinienne, quelles sont ses sources. Si vous regardez une partie de la littérature académique, mais également la presse, on parle très souvent du conflit israélo-palestinien ou bien d'une guerre qui prendrait ses origines dans une guerre ancestrale et continue entre juifs et musulmans, mettant de côté que la Palestine est quand même une population très diversifiée. Vous n'avez pas simplement des musulmans et des juifs d'un côté, et surtout qu'il y avait des Palestiniens de confession juive jusqu'à aujourd'hui. Mais qui a tendance à, ce que j'ai dit, rentrer dans le cadre un peu des guerres des civilisations, telles que présentées. C'était la thèse notamment de Samuel Huntington, intellectuel conservateur états-unien, qui voyait les conflits à travers le monde, à travers les différences confessionnelles et autres. En tout cas, tenter de les justifier de cette manière, on va dire. Et qui s'inscrit aussi dans d'autres thèses que je vous avais en partie expliquées lors de la semaine dernière, ces thèses qu'on appelle essentialistes ou orientalistes, qui expliquent le comportement des populations de la région en fonction de leur ethnie et ou religion. Et donc, il y aurait une haine ancestrale entre arabes / juifs, ou musulmans / juifs. Et nous, ce qu'on va essayer de montrer, que ce n'est pas du tout le cas. Bon, je pense que là, je n'aurai pas besoin de démontrer que cela est une manière qui n'a pas de sens pour expliquer ce que j'appelle la question palestinienne. Et maintenant, pour aborder la question palestinienne, c'est comprendre ses sources historiques, de comment on est passé en fait de la question juive en Europe à la question palestinienne. Et si, de même, pour comprendre le phénomène
de ce qu'on appelle l'idéologie sioniste, qui, dans ce cadre-là, va de la gauche, parfois même gauche radicale, dans certaines compréhensions, jusqu'à aujourd'hui, ce qui domine la scène politique israélienne jusqu'à aujourd'hui, l'extrême droite, ou même avec des penchants, on va dire, fascisants pour certains de ces partis qui eux-mêmes se revendiquent de cette manière. Donc ce n'est pas moi qui simplement les caractérise de cette manière. Et c'est de comprendre qu'on est passé d'une question qui était européenne, et d'ailleurs, si vous regardez, l'idéologie sioniste était quasi absente jusqu'en 1948 du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, où vous trouvez également des populations juives, orientales, ou en Turquie, ou autres. Et c'est que c'est un phénomène proprement européen. Et pour comprendre d'abord comment va naître cette question juive en Europe, donc il faut revenir sur le contexte politique européen du XIXe siècle, où va naître le sionisme à la fin du XIXe siècle lors de congrès de Bâle par son principal inspirateur à l'époque, Théodore Herzl. Qu'est-ce que c'est le contexte européen du XIXe siècle? C'est tout d'abord le développement de l'idée de l'État-nation. On va développer des États basés sur un peuple, soi-disant. Que, voilà, chaque État représente finalement la conclusion d'un peuple particulier. Et c'est ce qui va prendre un peu son... La fin de la Première Guerre mondiale va représenter vraiment cette idée d'État-nation d'un seul peuple, où vous avez des échanges de population absolument énormes, qui est représenté notamment par les échanges de population massifs, qui sont plus souvent connus entre la Grèce et la Turquie, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en fait, que la nationalité était... la nationalité grecque était quasiment définie en étant chrétien. Donc les chrétiens de Turquie partaient en Grèce en disant qu'ils étaient grecs, alors que ça faisait des siècles ou qu'ils avaient toujours vécu ce territoire. Et les musulmans, en grande partie de Grèce, étaient envoyés en Turquie. Mais vous avez ces mêmes genres de déplacements de population à travers différents États européens. Des populations polonaises qui sont échangées dans d'autres pays pour aller vers la Pologne alors qu'ils étaient dans d'autres États. De même que pour des populations allemandes et autres. Donc cette idée que l'État est constitué d'une seule nation, soi-disant, bien sûr inventée, et autres. Mais voilà, cette idée que chaque nation, chaque peuple doit avoir un État. D'accord? Et ce qui va devenir l'idée dominante. Ça, c'est ce qui se développe au XIXe siècle. Cela s'accompagne aussi d'une montée de l'antisémitisme. Ces populations juives en Europe, qu'elles soient de l'Ouest ou de l'Est, sont en partie considérées comme étrangères. Et d'abord, c'est bien sûr dans le cas de l'Europe de l'Est et l'Empire russe, qui développait des politiques antisémites, de pogrom. Donc, qu'est-ce que c'est la définition de pogrom? C'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, on a parlé, par exemple, du 7 octobre comme une forme de pogrom. Qu'est-ce que ça veut dire un pogrom? Un pogrom, historiquement, et vous pouvez retrouver ces définitions par Enzo Traverso, historien du fascisme et autres, un pogrom, c'est des massacres commis par des populations contre généralement des minorités, mais aidés ou promus par l'État. D'accord? Donc, dans l'Empire russe, les pogroms, c'était une manière aussi de contrôle social. Lorsqu'il y avait une montée des problèmes économiques, ou on avait des problèmes politiques, on essayait de détourner une partie de la population en promouvant des pogroms et des politiques antisémites. D'accord? Et d'ailleurs, les populations juives de l'Europe de l'Est et de l'Empire russe étaient souvent cantonnées à certaines régions. D'accord? Il y avait une région où ils n'avaient pas le droit de se déplacer en dehors. Ça s'appelait la zone de résidence, ce qui était en partie l'Ukraine, une partie de la Russie, la Biélorussie et autres. Et si vous voulez vivre dans d'autres villes, par exemple Moscou, des centres urbains, vous aviez besoin d'une permission spéciale. Ok? Donc ça, c'était très présent dans ces antisémitisme, les pogroms utilisés à partir du XIXe siècle. Mais l'antisémitisme ne va pas simplement se réduire ou se limiter à l'Europe de l'Est. On va voir même en Europe de l'Ouest une montée de l'antisémitisme. Et y compris dans l'État français qui, selon sa déclaration universelle, la question de la République et autres, promettait l'égalité aux minorités également, y compris les populations juives. On peut voir qu'au niveau des colonies, ce n'était pas ça.
au niveau des populations juives, c'était pas ça. Et aujourd'hui, avec la montée, puis pas simplement aujourd'hui, depuis un certain nombre de décennies, au niveau de l'islamophobie, on peut voir qu'encore on est très loin d'une perspective d'égalité. Mais on va voir dans cette idée d'État-nation également qui va se développer une montée de l'antisémitisme également en Europe occidentale. Et ce qui va être le symbole un peu de ce cas, c'est l'affaire Dreyfus en France. Ce officier français qui est accusé de trahison au profit de l'Allemagne, mais sous couvert d'antisémitisme. C'est bien sûr toute une invention, mais c'est une montée qui va... Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où Théodore Herzl, un des principaux instigateurs ou idéologues du sionisme, qui lui était plutôt un assimilationniste. Qu'est-ce que c'était un assimilationniste à l'époque? C'était les tendances libérales, si vous voulez, les tendances assimilationnistes au sein des partis politiques, qu'ils soient de gauche ou libéraux ou d'intellectuels de confession juive, étaient dominantes. C'est-à-dire, à travers le temps, nous allons pouvoir faire partie de l'Europe selon différents chemins. Pour les libéraux, c'était à travers la démocratie libérale. Pour la gauche, c'était à travers la révolution sociale, socialiste et autres. Et Théodore Herzl était un libéral autrichien qui croyait à l'assimilationnisme. Et c'est l'affaire Dreyfus, parce que même si l'Europe occidentale, l'État français, l'idée de la révolution, de l'égalité, n'est pas capable de faire face ou faire front à la montée de l'antisémitisme, dès lors, on va faire comme tous les autres. On va faire un État-nation pour nous. D'accord? Et cela se passe également, ça c'est le dernier élément qui est très important, dans le développement du colonialisme et de l'impérialisme occidental. Entre le début ou moitié du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle, vous avez une explosion du contrôle colonial des États européens sur le reste du monde. D'accord? Une expansion massive. Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est et autres. D'accord? Et en l'occurrence, le sionisme et Théodore Herzl va s'inscrire dans ces dynamiques, comme je l'expliquerai par la suite. Donc, il est important de comprendre la genèse idéologique du sionisme dans ce contexte politique. Le sionisme va comprendre ces trois dynamiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour un peuple, il faut un État. On ne peut pas s'organiser de différentes manières. Alors que si vous voyez, et c'est quelque chose qui revient de plus en plus, pas plus en plus, mais qui revient, l'idée que les peuples n'ont pas forcément besoin d'un État. Cette idée de peuple diaspora, peuple diasporique et autres. D'ailleurs, si vous regardez, à bien des égards, si vous regardez le cas de l'Arménie, c'est cette idée que finalement l'Arménie n'est pas forcément cet État refuge, et vous avez un peuple diaspora. C'était une partie aussi de la Grèce. Vous aviez tout un peuple diasporique également, très présent dans différents ports, notamment du pourtour méditerranéen. Mais il y avait cette idée de peuple diaspora. Okay? Mais voilà. Donc l'idée, il faut constituer un État, parce que nous sommes un peuple. La forme d'État est obligée. La montée de l'antisémitisme. On ne peut pas faire face. Et c'est ce que sera beaucoup accusé un certain nombre d'idéologues du sionisme par les autres membres d'autres partis politiques, que ce soit de gauche ou de droite, en disant que l'antisémitisme est un facteur permanent de l'histoire européenne. Nous ne pourrons jamais nous en débarrasser, et dès lors, autant aller créer un État un État refuge, pour se protéger face à cet antisémitisme. Et pour un certain nombre, si vous regardez notamment le mouvement du Bund, qui était un mouvement de gauche, de travailleurs et travailleuses de confession juive, particulièrement dans la zone de résidence, mais qui va s'étendre également à la Pologne et à l'Europe centrale, qui était massif, c'était le plus grand, un mouvement de gauche qui comprenait des populations de confession juive. Il les accusait, les sionistes, d'être des défaitistes, en fait, de ne pas faire face aux maux qui tombaient sur les populations juives d'Europe. D'accord? Et un certain nombre d'autres vont avoir la même chose. Et finalement, l'idée que nous sommes, même si nous ne sommes pas acceptés par les Européens, nous voulons arriver, c'est l'idée de Herzl, nous voulons arriver au niveau des Européens. Si vous lisez son livre, il y a des commentaires particulièrement perturbants, je dirais, pas pour dire autre chose, sur les populations juives européennes de l'Est, qui ne sont pas assez modernes, qui ne sont pas assez à l'image de l'Europe occidentale moderne et autres, en disant on va arriver au niveau européen, mais dès lors, on peut aller coloniser
d'autres terres, parce que nous sommes supérieurs à d'autres populations. Toute l'idée du colonialisme et autres. D'accord ? Et ça, c'est la genèse idéologique du sionisme, jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est important de comprendre le sionisme, qui est un phénomène, il faut le rappeler, dans l'histoire politique des populations juives, minoritaire jusqu'à la Shoah, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et va devenir dominant et quasi hégémonique à partir de 1967. Mais jusqu'en 1948, c'est un phénomène minoritaire au sein des populations juives européennes et quasi absent dans les populations juives du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. D'accord ? Et d'ailleurs, un grand nombre de populations juives d'Europe de l'Est, en fuyant les pogroms, leur première destination, ce n'est pas la Palestine. C'est l'Europe occidentale, l'Angleterre et les États-Unis. D'accord ? Donc, c'est important de comprendre le sionisme pas comme descendant de la religion juive, ou de comprendre les phénomènes politiques liés au sionisme par la religion juive. Pour vous donner une comparaison, c'est absolument la même chose quand vous allez expliquer des phénomènes, par exemple, d'Al-Qaïda ou Daesh. Vous n'allez pas comprendre la genèse de ces organisations en allant lire le Coran. Vous n'allez rien comprendre. Malgré que vous avez certains historiens qui vont essayer de vous expliquer qu'en allant lire le Coran, vous pouvez comprendre la violence de ces... Ça n'a absolument rien à voir. Vous comprenez la genèse de ces groupes, la création, leur développement par les phénomènes politiques modernes. Par exemple, l'État islamique, c'est la résultante d'une dictature irakienne, particulièrement de l'occupation et de l'invasion américaine de l'Irak, et des structures confessionnelles mises en place, et de phénomènes de mis de côté, de répression des populations à majorité sunnite d'Irak. Okay ? C'est comme ça qu'on comprend. La même chose avec la question de l'idéologie du sionisme. Donc, le sionisme est un nationalisme qui postule l'existence d'un peuple juif sur des critères raciaux et l'impossibilité de son assimilation aux autres Européens. D'accord ? C'est aussi un projet colonial qui prône l'installation d'une population européenne sur une terre en majorité peuplée de populations arabes, et en l'occurrence la Palestine. D'accord ? Donc, Herzl, et ça c'est dans son livre, se situe dans le cadre colonialiste et écrit que l'État juif sera l'avant-garde de la civilisation contre la barbarie. Petit aparté, ce genre, vous remplacez Herzl par Netanyahou, il y a 1 an, il dit quasiment la même chose. Israël est l'avant-garde de la civilisation judéo-chrétienne face à la barbarie arabe/islamique. Et là, vous avez une continuation historique. Okay ? Et c'est là aussi où vous voyez que finalement, c'est un projet fondamentalement européen, comment il se développe et autres. Qu'est-ce qui va permettre de la matérialisation de ce projet ? On a dit, parce que comment se ferait-il qu'un projet qui est minoritaire au sein des populations juives européennes va pouvoir se matérialiser ? Quelles sont les raisons qui vont permettre à la création de l'État d'Israël en 1948 et qu'on passe d'une transition d'une question juive en Europe à une question palestinienne ? Il y a tout d'abord, pour réaliser son projet, et c'est là où on verra une des caractéristiques, on peut dire, de ce projet colonial de peuplement, c'est qu'il n'a pas de métropole. Les projets de colonies de peuplement, si vous regardez la France par rapport à l'Algérie, ce qui s'est passé, l'Angleterre par rapport à l'Amérique du Nord, vous aviez une métropole. Ça veut dire une métropole qui aide au projet colonial. Cela était absent avec le mouvement sioniste, parce que c'est un mouvement sans État, qui veut la création d'un État. Et dès lors, ce qu'il va en partie faire, ses principaux idéologues, notamment Herzl, va aller toquer à la porte des principales puissances européennes en disant « Je suis prêt à aider vos projets coloniaux dans différentes régions du monde, possiblement. D'ailleurs, parce que ce n'était pas la Palestine le premier choix. C'était l'Angola, c'était peut-être l'Argentine et autres. Mais la Palestine va avoir, parce que bon, il y avait, bien sûr, dans l'histoire religieuse juive, il y a la question de Jérusalem. Jérusalem comme maison. Mais cette Jérusalem, d'ailleurs, vous lisez principaux théoriciens, y compris au sein de la religion juive, ne veut pas forcément dire une localisation géographique particulière. Ça peut être n'importe où, la question de Jérusalem. D'ailleurs, il y a un certain nombre de communautés juives aux États-Unis qui diront « Notre Jérusalem, nous l'avons trouvée aux États-Unis, après avoir fui les pogroms et autres. » Et j'ai oublié aussi de vous dire que les premiers sionistes
comme idéologie politique, ne sont pas des personnes de confession juive. Ce sont des chrétiens fondamentalistes, évangélistes, particulièrement en Angleterre et autres. Mais voilà, sa matérialisation, comment ça va se passer? Et c'est l'Angleterre qui va dire « je suis prêt à aider ». Et vous avez une première matérialisation par la déclaration Balfour en 1917. Ministre britannique qui, je pense que vous connaissez cette phrase, qui est ministre des Affaires étrangères, le gouvernement de Sa Majesté, britannique donc, envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Et quelque chose qui est, petite parenthèse, il faut savoir que Lord Balfour ne l'a pas fait par un philosémitisme particulier, un amour des populations juives particulières. Il s'agissait de répondre à des intérêts politiques. Lord Balfour était notamment l'auteur des lois dites alien laws pour empêcher l'arrivée des populations juives d'Europe au début du XXe siècle qui fuyaient les pogroms d'Europe de l'Est. Et le seul ministre qui va s'opposer à cette décision de promesse du foyer national juif, c'est le ministre Montaigu, qui est de confession juive, libérale, qui faisait partie de ces intellectuels ou une partie de la bourgeoisie juive anglaise qui souhaitait l'assimilation au sein de la société britannique. Et il disait, par cette déclaration, par ce soutien que vous apportez, vous amenez de l'eau au moulin aux antisémites qui disent nous avons deux loyautés, une envers l'Angleterre et une vers la religion juive. Notre loyauté, notre citoyenneté est anglaise. C'était son argumentation. Alors après, on peut parler sur l'assimilationnisme, que c'était un peu une analyse mécanique qui a touché d'ailleurs les courants de droite et à gauche. Mais au-delà de ça, c'est pour montrer qu'il n'y a pas une homogénéité, ce n'est pas quelque chose... Et que ça répond d'abord à des questions politiques. D'ailleurs, un certain nombre d'officiels britanniques vont chercher comme comparaison pour aider le mouvement sioniste à installer et à renforcer, à consolider ces structures en Palestine, l'exemple de l'Irlande du Nord. Okay? La question coloniale. On va faire une nouvelle Irlande du Nord pour permettre la colonisation de l'Irlande. Et c'était le cas irlandais qui était souvent cité en comparaison. Donc on voit la question qui est fondamentalement politique. Pourquoi la Palestine? L'intérêt de la Palestine, c'est qu'elle se situait géographiquement à l'entrée ou à la sortie du canal de Suez. L'Angleterre occupait déjà l'Égypte, l'autre flanc pour le canal de Suez, et c'était la porte d'entrée pour tout ce qui est le commerce avec l'Asie et autres, et le Moyen-Orient. Donc c'était une place géopolitique très importante. Et donc, à la suite de la fin de l'Empire ottoman, vous connaissez certainement les accords de Sykes-Picot, où la France et la Grande-Bretagne concrètement se partagent au Moyen-Orient, la Palestine va tomber sous mandat britannique. Et c'est ce mandat britannique qui va favoriser l'établissement des structures du mouvement sioniste en Palestine, favoriser son développement. Okay, il y aura quasiment une économie séparée et autres. Il va aussi faciliter l'implantation de la colonisation juive de l'époque européenne de 1920 à 1948. D'accord? Et c'est vrai que ça va constituer un quasi-État dans l'État, d'accord? Qui aide à la consolidation du mandat britannique. On reviendrait par la suite. Il n'hésite pas à participer avec les forces armées britanniques à la répression des différents mouvements de résistance palestiniens, notamment la grande révolte palestinienne de 1936 à 1939, où vous avez 100 000 soldats des forces britanniques qui sont envoyés en Palestine pour mater la grande rébellion, qui touchait particulièrement un certain nombre de villes et des zones rurales. Vous aviez des grèves qui ont duré dans les grandes villes de plus de 6 mois pour protester contre le mandat britannique et la facilitation qui était donnée à l'implémentation des structures du mouvement sioniste. D'accord? Il y a... Donc, les chiffres de la migration sont intéressants. On passe de 22 à 46, de 84 000 à 600 000 personnes de confession juive. C'est un tiers de la population à la veille de la Nakba, ou dite la catastrophe, lorsqu'on y reviendra sur ce terme, qui signifie la création de l'État d'Israël, mais surtout le départ forcé de quasiment 800 000 Palestiniens de leur terre. Il y a deux raisons principales à l'augmentation de cette augmentation de population juive européenne.
Premier lieu, c'est bien sûr, comme on a dit, le mandat britannique qui facilite cette implémentation. Mais le deuxième élément très très important, c'est la montée du nazisme et du fascisme. D'accord ? Et le fait aussi que les portes en partie de l'Europe occidentale, particulièrement la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui sont des lieux de préférence pour les populations d'Europe, sont fermées. Et dès lors, pour beaucoup, une seule solution, une seule alternative, c'est la Palestine. C'est le mandat britannique en Palestine. Ils ne peuvent pas rejoindre très souvent une partie de leur famille qui se trouve en Angleterre, aux États-Unis et autres. Et face à la montée du nazisme, une question de survie, ils vont décider la Palestine. D'accord ? Et vous avez des cas aussi assez relativement intéressants dans les années 20 et 30, des familles qui vont en Palestine et qui, parce qu'ils vont voir, et par leur obédience très souvent de gauche, ne vont pas accepter ce qui est en train de se passer. Ils voient qu'il y a une dynamique coloniale. La promesse d'un peuple sans terre et d'un terre sans peuple, et très vite, ils arrivent là-bas, ils voient qu'il y a quand même des personnes qui sont présentes. Et vont repartir. Vous avez des cas comme ça. Et d'autres exemples. Donc, on ne peut pas nier que la montée du nazisme, du fascisme, de manque d'alternatives vers d'autres, va les pousser à rejoindre la Palestine sous mandat britannique. Donc, vous avez ces deux principales raisons pour s'installer en Palestine. De même, ce qu'il faut, et ça fait partie aussi des débats qu'il y a actuellement, c'est que Théodore Herzl, comme idéologue, était plutôt un libéral. Il voulait encourager une forme de colonie de peuplement en Palestine qui s'inscrivait plutôt sur les formes de l'Algérie et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on va occuper une grande partie de la terre et on va exploiter les populations locales, on va encourager les investissements étrangers, on va s'inscrire dans le commerce mondial et alliance dès lors avec la grande bourgeoisie européenne et autres. Cette vision ne va pas être dominante. Et en l'occurrence, c'est une vision dominée par les mouvements sionistes de gauche qui va dominer, et notamment le syndicat israélien qui existe jusqu'à aujourd'hui, mais très affaibli, le Hizdaout, qui va dire non, cette forme de colonie de peuplement ne nous permettrait pas d'assurer, entre guillemets, notre survie en Palestine et nos propres structures qui se développent et autres. Et ils vont plutôt chercher une forme de colonie de peuplement, de facto, dès lors, qui élimine la population indigène et locale du cycle d'accumulation de capitaux, du cycle de l'économie qui est en train de se mettre en place du Yishuv, c'est-à-dire des populations juives qui sont installées en Palestine. Et c'est eux qui vont appeler, disons, plutôt à la construction d'un État juif par le travail des travailleurs et travailleuses juives. Et donc, ils ont toute une rhétorique socialiste quand vous regardez leur discours. Et leur principal slogan, ça va être « terre juive, travail juif, produit juif ». Le but étant d'éliminer du cercle économique les populations palestiniennes. D'ailleurs, le premier type de... comment on les appelle ? Les formes de colonies dites... oh, j'ai un blanc maintenant. C'est incroyable. C'est pas grave. Les premières formes de colonies les premières fermes autogérées, les kibbutz, oulala. Les premières formes de kibbutz ont lieu à partir du début du XXe siècle et ont lieu. Qu'est-ce qui va se former ? Ils forment des communautés paysannes et au début, parfois, les locaux, ces premières communautés paysannes, recrutent des travailleurs palestiniens, des paysans palestiniens, ou bien des gardes de sécurité palestiniens. Progressivement, c'est Israël qui va dire non, on ne veut pas. On veut que des travailleurs de confession juive qui venaient d'Europe, et c'est aussi pour donner du travail aux populations juives européennes qui arrivent. Okay ? Et on va éliminer justement du cercle de production, des dynamiques d'accumulation de capitaux, le travailleur et la travailleuse palestinienne. D'accord ? Et ça permet aussi, dans leur perspective, de donner plus d'indépendance et d'autonomie aux structures naissantes du mouvement sioniste qui donneront les bases de l'État israélien. Et donc on a une colonie de peuplement qui vise finalement l'élimination des populations indigènes, davantage que leur exploitation.
Et ce qui explique jusqu'à aujourd'hui également sa violence. Parce que si vous devez exploiter une population, vous devez donner un cadre. Certes pas idéal, loin d'être idéal, mais vous devez négocier. Vous avez besoin de sa force de travail. C'était le cas par exemple de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas répression, ça veut pas dire que vous n'avez pas tuerie, etc. Mais la comparaison n'est pas avec ces deux pays. La comparaison, c'est une colonie de peuplement qui vise l'élimination des populations indigènes ou leur présence symbolique. Et là, vous avez deux exemples présents, c'est l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, et l'Australie, où les populations indigènes n'ont qu'une présence symbolique, et on peut parler même de continuation de formes de nettoyage ethnique dans les conditions quand vous voyez les 10 campements où ils sont réservés pour ces populations. D'accord ? Il n'y avait pas une volonté de les exploiter comme travailleurs et travailleuses, mais une volonté de les mettre de côté. D'accord ? Donc ça, c'est une des différences particulières, et c'est ces mouvements qui ont dominé la scène politique durant le mandat et après le mandat. Donc ça veut dire que l'État d'Israël, le sionisme qui a dominé jusqu'aux années 80, est un sionisme qu'on peut qualifier, en tout cas, de gauche. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement, bien sûr que le gouvernement actuel israélien est le plus à droite, on vous dit ça à chaque élection, c'est le plus en droite de l'histoire d'Israël. Mais le problème n'est pas simplement par la couleur politique actuelle, c'est que le projet initial du mouvement politique du sionisme qui s'est développé et qui a permis la création de l'État d'Israël a été fait à gauche. Parce qu'on a appelé le Parti travailliste et par le syndicat israélien Histadrout qui a joué un rôle fondamental dans la création de l'État d'Israël, de la mise en place de ce slogan « Terre juive, travail juif, produit juif » où le Palestinien est éliminé, encore une fois, de l'économie qui est en train de se former. Cela ne s'est pas fait, on a expliqué, bien sûr, la méthode ou les méthodes de développement des structures sionistes qui permettront l'établissement de l'État d'Israël en 1948. Mais cela ne s'est pas fait sans résistance. Et la résistance a commencé dès le XXe siècle. Vous avez des intellectuels palestiniens à travers différents journaux et autres qui ont, déjà en entendant parler ou en lisant les projets de Herzl et autres, et les tentatives qui ont été faites par le mouvement sioniste d'acheter ou d'avoir une certaine forme d'autonomie en Palestine à travers des rencontres avec la sublime porte ottomane, sous l'Empire ottoman, qui vont être refusées, ils vont déjà protester. Mais à partir du mandat britannique, vous avez une opposition qui se développe de plus en plus massivement. Et notamment, comme j'ai parlé, la grande révolte palestinienne de 1936 et 1939, qui est majoritairement dirigée et dominée par des secteurs de la population qui ne sont pas au sein du leadership du mouvement national palestinien, qui est dominé par les féodaux, par la grande bourgeoisie palestinienne et les grands acteurs, on peut dire, de représentation religieuse, qui cherchent plutôt une sorte de consensus avec le mandat britannique. Et en fait, cette intifada, cette révolte palestinienne de 1936 est menée en premier lieu par la petite bourgeoisie, les classes paysannes, ouvrières et autres. Donc c'est aussi une lutte contre le mandat britannique, le projet d'implantation de colonies de peuplement sionistes, mais aussi contre leur leadership politique, face à leur projet, stratégie politique. Il y a un excellent, je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français, mais je crois qu'en anglais il est présent, c'était un intellectuel palestinien qui s'appelait Hassan Kanafani, qui a été assassiné, je crois, dans les années 60 à Beyrouth par l'armée d'occupation israélienne dans une enquête, mais qui parle très bien dans son livre l'explication de ce que c'est la révolte palestinienne, à la fois dans ses aspects politiques face au mandat, mais aussi dans ses aspects socio-économiques, de classe et autres. Très intéressant. Donc, je vous ai parlé, la répression britannique, elle est féroce, elle est brutale, avec la destruction de nombreux villages palestiniens, l'exil d'une partie de son leadership, et ce qui fait que dans les années 40, et que la Nakba de 48 ne tombe pas de nulle part. En fait, toutes les structures de résistance populaire qui avaient été mises en place durant ces années-là, jusqu'aux fin des années 30, a été complètement démantelée et détruite par le mandat britannique. Et dès lors, il y a une accélération du mouvement sioniste et de ses structures durant les années 40, parce que le mandat britannique les facilite, la résistance palestinienne est mise à mal très fortement, une grande partie de son leadership a été exilée,
ou réprimés, emprisonnés et autres, et ce qui donne les conditions pour 48 ou mise en place de l'État israélien. Ce qu'on va appeler la Nakba. Alors, la Nakba, ce qui signifie la catastrophe, ce qui est un terme qui a été, on peut dire, inventé, ou en tout cas mis en place ou promu par un intellectuel syrien quelques années après, qui s'appelait Constantin Zré, qui était universitaire à l'université américaine de Beyrouth, et qui sera un peu pas un père spirituel, mais il va en tout cas encourager la future fondation, ça sera dans le prochain cours sur le mouvement nationaliste arabe, sur le mouvement nationaliste, ça s'appelait le mouvement nationaliste arabe, qui est différent des projets du nationalisme arabe. Okay, le mouvement nationaliste arabe, où vous auriez, c'est des intellectuels palestiniens, mais aussi arabes, qui vont essayer de former une structure politique qui réunit dans un projet national arabe, plus large, okay, et dont vous trouverez des futurs leaders palestiniens du type Georges Habash et d'autres, qui sera le fondateur du Front populaire et libération de la Palestine. Mais je reviens à la Nakba. Tout d'abord, vous avez souvent cette phrase qui revient. Il y a d'abord eu un premier projet de résolution en 1947, avant le départ des forces armées britanniques occupant de la Palestine, qui s'appelle Résolution 181 de l'ONU, où vous avez un partage de la Palestine en un État dit juif, parce que dans cet État de 54%, vous avez aussi des populations palestiniennes relativement importantes. Et un État arabe de 46%. Juste pour rappel, 2/3 de la population est palestinienne, hein, et 1/3 simplement de confession juive majoritairement européenne. Les dirigeants sionistes acceptent le partage, mais toujours avec la possibilité d'étendre la superficie du futur État juif, Israël. Donc, et c'est ce qu'on appelle, et d'expulser les populations non juives, donc principalement palestiniennes, ce qu'on appelle le plan Dalet. Donc même dans les historiens de droite israéliens, ce plan est reconnu. Ce qu'on vous avait appelé en partie les nouveaux historiens israéliens, qui étaient de droite et de gauche, reconnaissent qu'il y avait une volonté d'expulser un maximum de Palestiniens tout en acceptant ce plan de partage. D'accord ? D'ailleurs, même un historien fameux qui s'appelle Benny Morris dit « Oui, c'est totalement vrai, le problème, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Il en restait encore 160 000 à la fin de la Nakba. Et ce qui est aujourd'hui notre problème, parce qu'on n'a pas viré tous les Palestiniens et Palestiniennes. » De leur côté, les représentants du mouvement national palestinien ont refusé ce deal en disant « Nous, on propose un État dans lequel tout le monde peut être représenté, mais on ne veut pas un partage, et surtout ce partage est inégal en fonction de la démographie et autres, et d'autres raisons politiques. » Au niveau des grandes puissances internationales, ils votent en faveur de ce plan de partage pour des raisons divergentes. Les États-Unis... Oui, pardon, excusez-moi. Pas forcément leur nom et tout, mais de savoir un peu, est-ce que c'est des personnes proches, comme vous avez dit, des personnes qui étaient très riches ou pas, ou qui un peu... Tout à fait, c'est ça, c'est une grande partie de la féodalité, ou ce qu'on peut appeler semi-féodalité, sans dire que c'est la même chose que la mise en place des systèmes économiques ou de domination politique qu'en Europe, mais c'était des grands propriétaires terriens. Il y avait des formes de semi-servage ou d'exploitation très poussée des Palestiniens, de travailleurs palestiniens. Aussi, vous aviez des représentants religieux, par exemple le Mufti al-Husseini, qui est très connu, et d'ailleurs avec de nombreuses fausses accusations. Si vous regardez, il y a un site qui s'appelle Memorium pour la Shoah. En Israël, c'est la deuxième personne citée après Hitler. Donc avant, bien des représentants du nazisme et autres. Et en fait, même Netanyahou a fait une fabrication de l'histoire en accusant Mufti al-Husseini, et qui a même été dénoncé par un certain nombre d'historiens israéliens, en disant que c'est lui qui aurait soufflé à l'oreille de Adolf Hitler, du nazisme, d'assassiner et de faire la Shoah, le génocide des Juifs, et que ça ne suffisait pas, parce que sinon, ils allaient partir en Palestine. Et certes, Mufti al-Husseini a rejoint durant les années 40 l'Allemagne nazie. Il a essayé de jouer un rôle de recruteur pour des populations musulmanes, ça a été un échec. La grande majorité des populations
arabes/musulmanes ont rejoint les forces alliées contre le nazisme et autres. Vous avez un excellent livre qui s'appelle Les Arabes et la Shoah de Gilbert Achcar qui montre ces dynamiques et qui montre que Mufti Husseini était, à partir de 1940, il n'avait plus aucune véritable représentativité au niveau des Palestiniens et Palestiniennes et qu'il y a une instrumentalisation de son rôle. D'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des membres des émissaires états-uniens qui vont se rendre, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, peut-être je me rappelle, ils sont allés le voir pour savoir, parce qu'ils étaient dans une perspective, les États-Unis, d'alliance basée sur des formes de fondamentalisme religieux contre l'athéisme, le communisme, tout ça, comme ça. Et ils sont allés le voir pour savoir s'ils voudraient bien travailler avec eux. Bah, quand ils ont vu qu'il n'avait plus beaucoup d'influence, ils laissaient tomber. Mais le fait d'avoir collaboré avec les nazis n'avait pas été un problème. Donc, c'était vraiment ce genre de type de leaders qui ont été complètement discrédités au sein des Palestiniens. Et d'ailleurs ne joueront pas un rôle important dans le futur de la Palestine. Okay. Oui. Est-ce que le fait que les États-Unis soutiennent le projet peut être juste résumé par le fait qu'ils ont comme intérêt d'avoir un gendarme sur place ou pas forcément? Alors les États-Unis, en premier lieu, sont très hésitants. Il y a un vrai débat au sein de l'administration américaine. Il y a une phase de réélection, donc il y a une partie de volonté de Truman d'essayer de gagner un électorat de confession juive qui était relativement important, mais il y a un débat au sein de l'administration américaine, et notamment des affaires étrangères et des lobbies pétroliers qui disent « mais attendez, vous votez ça en faveur, ça va fâcher les voisins arabes où vous avez une concentration de pétrole relativement importante. » Finalement, ils vont voter en faveur, mais c'était un véritable débat. Et le fait que ça devienne un gendarme, c'est simplement après 67. Et pour l'URSS, ils voyaient en fait une possible alliance avec Israël contre un certain nombre d'États arabes qui étaient sous influence britannique, les monarchies hachémites et d'autres, et qu'un grand nombre de ces représentants d'Israël étaient en fait des personnes issues de l'Europe de l'Est, de Russie, et qui étaient plutôt dans une phraséologie ou un discours de gauche, avec qui ils pouvaient s'allier. Et en partie, la guerre sera gagnée, les deux guerres seront gagnées contre les armées arabes, parce que l'URSS a fourni à travers la Tchécoslovaquie un certain nombre d'armes aux groupes sionistes armés. Donc voilà, c'est des questions relativement différentes. Et encore une fois, l'URSS de Staline, qui avait eu des politiques antisémites, ça ne lui empêche pas d'avoir soutenu ce mouvement sioniste et autres pour des considérations politiques. Hein. Donc c'est intéressant de voir ces dynamiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc aussi, ce qu'il faut parler, c'est que vous avez deux moments lors de la Nakba. Les 6 mois avant, à la suite du plan de partage, jusqu'au départ des forces armées britanniques en mai 48. Premiers 6 mois, vous avez déjà les milices sionistes armés qui mettent en place un déplacement forcé des populations. 400 000 Palestiniens seront déjà placés de force. Les forces armées britanniques, occupantes encore officiellement, ne bougent pas. Et après la dite déclaration de guerre entre États arabes et ce qui va être considéré comme armée sioniste, il faut savoir que les États arabes étaient très peu armés, très mal organisés. C'était des nouveaux États indépendants et très souvent dépendantes de leurs anciennes puissances coloniales, notamment en Jordanie. Donc il commence la guerre, mais c'est là où vous avez le reste de la Nakba, où vous avez en tout 400 000 autres Palestiniens qui vont être mis dehors. D'accord ? Et en plus, un certain nombre d'États arabes n'avaient pas pour vocation ou volonté de libérer toute la Palestine. La Jordanie, c'était d'occuper un certain nombre de territoires, notamment ce qui va se constituer la Cisjordanie, pour étendre ses propres prétentions, et notamment sur Jérusalem-Est. Donc, à l'armistice en 1949, Israël a conquis en tout 78% de la Palestine historique, avec 600 à 800 000 Palestiniens déplacés de force, qui vont devenir aujourd'hui 5 à 6 millions de réfugiés. Une partie dans les territoires occupés qu'on connaît, la Cisjordanie et Gaza. Gaza particulièrement, 80% sont issus de populations réfugiées. D'accord ? Jordanie, ils vont obtenir la nationalité, mais une volonté du royaume jordanien de les inclure, mais parce qu'ils avaient prétention territoriale sur ce territoire. Donc ça ne venait pas simplement
de leur donner plus de droits. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des formes de répression contre des populations palestiniennes les plus paupérisées. L'Égypte va administrer, comme ils disent, Gaza de 48 à 67. Et vous avez une partie de réfugiés qui vont aussi aller au Liban et en Syrie. D'accord ? Il faut savoir que 80% donc de la population palestinienne a été expulsée. Et un grand nombre a été exproprié par les groupes armés sionistes et le nouveau État israélien. C'est-à-dire, ils ont pris leurs maisons, terrains, industries et autres. L'opération aussi d'appropriation des terres s'est considérablement étendue. 80% des territoires et 72% de toutes les terres cultivables appartenant aux Palestiniens devenus réfugiés en 1948 sont tombés aux mains de l'État d'Israël. C'est ce qu'on appelle aussi le phénomène d'accumulation par dépossession. Okay, ça, c'est la logique qui mène aussi jusqu'à aujourd'hui en partie l'État d'Israël. Comme on peut voir notamment en Cisjordanie, où actuellement vous avez, et depuis un an, le plus vaste prise de territoire palestinien à travers l'armée d'occupation israélienne et les tribunaux israéliens, et aussi la première fois depuis 20 ans, c'est quelques semaines, des chars israéliens et une violence qu'on n'a pas vue depuis la deuxième intifada. Okay. Au sein du nouvel État d'Israël, 75% des terres appartenaient à l'État, 17% au Fonds national juif, 2% appartenaient à des personnes privées de confession juive et 6% à des Palestiniens. Donc ça, vous avez un transfert de richesse aussi absolument important. Une autre chose qui est importante de savoir, c'est que malgré la résolution 194 de l'Assemblée des Nations Unies, qui reconnaît le droit au retour des réfugiés palestiniens et qui aussi, on mettra en place, qui devait être une structure temporaire, l'UNRWA, donc l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient, qui va devenir une structure constante, mais qui est remise en cause depuis plusieurs décennies, mais il y a une accélération ces derniers temps, dont malheureusement la Suisse va y contribuer, d'y mettre fin, parce que c'est aussi une volonté de liquider la question des réfugiés palestiniens. Alors que le droit au retour est un droit à la fois individuel et collectif, assuré notamment, normalement, par le droit international. Cela ne sera jamais donné, et en 1950, l'État d'Israël met en place la loi du retour votée au Parlement israélien. Tout juif peut immigrer en Israël et en devenir citoyen. Donc là, vous avez de facto une discrimination systémique en fonction de l'ethnie, de la nationalité et autres. La Nakba, c'est bien sûr perte de territoire, déplacement forcé, mais c'est aussi une perte au niveau de la scène politique palestinienne. Il faudra à peu près quasiment 20 ans pour reconstituer une scène politique palestinienne autonome. Une grande partie des Palestiniens et Palestiniennes vont rejoindre des mouvements ou panarabes, ou bien des mouvements dits de type frères musulmans, ou des mouvements de type socialiste, et autres, mais qui s'inscrivent plutôt dans des dynamiques beaucoup plus régionales, c'est-à-dire de pan-islamisme, de pan-arabisme et autres. Pas forcément dans une structure a priori palestinienne. Pour eux, la solution devait venir soit par un projet de libération dit arabe, de type Nasser, le Parti Baas, le mouvement national arabe, donc reconstituer un projet pan-arabe, ou bien plus pan-islamique, à travers les frères musulmans et autres, même s'ils s'inscrivent ces mouvements dans des catégories nationales. Donc, voilà, la victoire devait passer par là. Et ce que je vous parlais, le mouvement nationaliste arabe va jouer un rôle particulièrement important dans ce cadre. Vous avez un certain nombre de cadres palestiniens qui vont s'y former. Et notamment, je disais, Georges Habash du Front populaire de la libération de Palestine, mais d'autres également. Ce qui va permettre, ou ce qui est un retour symbolique, ou non pas un retour symbolique, pardon, ce qui va représenter symboliquement le retour sur la scène régionale de la question palestinienne, et pas de la question palestinienne, pardon, du mouvement national palestinien, pour être plus juste, c'est ce qu'on appelait la Naksa. Ça veut dire la guerre des 6 jours de 67, ça veut dire c'est une nouvelle débandade, les armées arabes sont défaites, et la Palestine est historiquement, dans tout son territoire est occupé par l'État d'Israël, c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a une occupation de Jérusalem-Est, Cisjordanie, qui était sous le contrôle de la Jordanie, et Gaza, qui était sous contrôle égyptien, devient sous contrôle de l'État d'Israël. En même temps, vous avez occupation, en même temps,
Sinaï égyptien jusqu'en 81 et du Golan syrien jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais cette guerre de 67 va être à la fois, on y reviendra la semaine prochaine, un chant du cygne pour le nationalisme arabe, c'est disons le début de la fin, qui était l'idéologie dominante du milieu des années 50 jusqu'à 67. Vous avez d'abord un fort vent de radicalisation qui est aussi présent à travers le monde. Donc 67, 68, les mouvements des étudiants, des nouvelles idées de gauche qui émergent. On essaie de remettre en cause aussi le mouvement de gauche dominant par le modèle stalinien, l'idée de maoïsme, de Che Guevara, Trotsky et autres émergent. Et voilà, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord n'est pas épargné par cela. Donc vous avez des nouveaux groupes de gauche qui émergent, et ce qui est aussi sert de symbole, c'est la montée du mouvement national palestinien, des groupes armés palestiniens, particulièrement Fatah et d'autres, qui vont de plus en plus s'affirmer. Et on va retrouver une autonomie du mouvement national palestinien lorsqu'ils vont prendre le pouvoir sur l'Organisation de libération de la Palestine, qui initialement a été créée par Nasser pour s'en servir comme outil de politique étrangère, mais qui avait très peu de base populaire. Et c'est les groupes armés palestiniens, après 67, après la défaite de Nasser, qui était pour beaucoup, qui devait mener à la libération de la Palestine, c'est un échec. Il dit on va reprendre notre destin en main. Et c'est là où il y a la création de groupes palestiniens. Le mouvement national arabe, par exemple, que je vous parlais avant, va prendre des caractéristiques nationales. Dans chaque pays, on va avoir ces dénominations. Mais vous avez une montée un peu de la gauche radicale, le mouvement de la résistance palestinienne, et les camps de réfugiés palestiniens deviennent pas simplement des centres d'entraînement armés, entre guillemets, mais de culture politique de radicalisation. Vous voyez des gens, pas simplement des Palestiniens, mais également des gens issus de la gauche radicale qui se radicalisent par rapport aux nationalistes arabes, qui vont rejoindre les camps de réfugiés pour participer à la résistance armée, mais c'est véritablement aussi des centres de culture populaire, d'éducation populaire, de résistance et autres. En plus, vous avez des formes de collaboration qui se mettent en place avec la gauche radicale au niveau international, que ce soit du Japon, de l'Allemagne et autres pays. Donc vous avez un retour, on peut dire, sur la scène régionale du mouvement national palestinien, de son autonomie, qui est représentée en particulier par Fatah. Fatah, c'était le mouvement qui était dirigé par Yasser Arafat, figure du mouvement national palestinien, qui est né chez la diaspora, chez les réfugiés palestiniens, au début au Koweït. Et pas forcément un parti souvent présenté dans la presse et une partie de la littérature académique comme un parti laïque. C'est un mouvement national palestinien qui n'a pas forcément d'idéologie particulière. À l'époque, il est tourné un peu plus à gauche parce que la gauche était forte. Mais qui était un parti attrape-tout. Et sa principale manière de recruter, c'est l'action armée. Et c'est eux qui vont développer cela. Donc vous avez des gens qui allaient de la gauche jusqu'à la droite au sein du Fatah, mais qui va devenir le mouvement dominant. D'accord ? Vous me dites s'il y a des questions. Ça va ? Et donc, il va marquer les fins des années 60 et début des années 70. Je reviendrai après sur les difficultés qu'auront l'OLP, qui n'aura pas simplement comme ennemi, et ça jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël, mais les régimes arabes. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe après la guerre des 6 jours, l'occupation de toute la Palestine historique. C'est là le début de la colonisation par la mise en place de colonies dans les territoires occupés, de Cisjordanie particulièrement, et de Gaza. Gaza, ça ne sera jamais véritablement développé massivement, parce que déjà, entre 67 et 70, il y a un mouvement de révolte et de résistance très importante à Gaza. Ils ont besoin de 3 ans pour, comme ils disent, pas calmer, pour stabiliser la situation. Ces destructions massives d'une partie de Gaza qui sera menée par un homme politique issu de l'armée d'occupation israélienne très connu qui s'appelait Ariel Sharon, qui est un criminel notoire, qui a notamment participé au permis, notamment les massacres de Sabra et Shatila, qui va jouer un rôle très important pour renforcer la répression lors de la deuxième intifada, etc., etc. C'est lui qui mènera la répression. Gaza aussi, il y a beaucoup d'officiels israéliens qui vous disent jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'elle s'enfonce dans la mer et qu'elle disparaisse. D'accord ? Alors que la Cisjordanie, il y a une volonté véritablement, alors bien sûr Gaza c'est d'abord détruire, puis peut-être par la suite la prendre, mais la Cisjordanie, très clairement qu'on va voir le développement de sa colonisation, c'est d'intégrer ces territoires petit à petit.
de devenir encore un territoire qui sert aussi, pas simplement progressivement de faire face à des possibles attaques d'armées arabes, mais vraiment de conquérir ces territoires qui deviennent sous son contrôle exclusif. D'accord ? Et c'est là où la colonisation va se développer fortement, d'accord ? En Cisjordanie. Ça commence quelques mois après. La première colonie, elle est faite quelques mois après la guerre des 6 jours. La première colonie. Et dans ce cadre-là, c'était également un gouvernement dit travailliste qui va aussi encourager des colonies mises en place, même si ce n'est pas forcément majorité à l'époque, issues de l'extrême droite religieuse israélienne de l'époque. Il va encourager aussi leur mise en place. Et on appelle ça le plan Alon, qui était un général israélien qui prévoyait la construction de colonies et de bases militaires de manière à s'assurer le contrôle stratégique des territoires sans annexer les zones où les populations palestiniennes sont concentrées, particulièrement les centres urbains, villes. Et là, vous verrez la connexion avec les accords d'Oslo et jusqu'à aujourd'hui. Okay ? Et la question, pourquoi la comparaison avec les Baltoustans, hein ? On reviendra plus tard. Mais très souvent, le plan Alon, sa continuité, c'est les accords d'Oslo. Le but, c'était de remettre les centres urbains à une force arabe collaborationniste. C'est-à-dire quoi ? C'était surtout vu la Jordanie. Donc les grands principaux centres urbains, on donne la sécurité à une force arabe, et nous, on essaie de contrôler tout le territoire, le reste. C'est ce que vous avez aujourd'hui avec l'autorité palestinienne, qui sert de police locale pour Israël à bien des égards. Et encore une fois, l'élément central, c'est la dépossession des Palestiniens et leur confiscation de leurs terres, qui n'a cessé. Et par le développement des colonisations, vous permettez cela aussi. Parce que quand vous augmentez les colonies, il faut plus de terrain. Pour assurer leur sécurité, vous prenez encore plus de terrain. Ils ont besoin de ressources naturelles. C'est aussi comme ça que vous comprenez qu'un grand nombre, une majorité des colonies israéliennes sont construites où il y a les nappes phréatiques d'eau, où il y a une monopolisation, une exploitation en grande partie de ces ressources en eau. En même temps, il y a une politique de dédéveloppement. Qu'est-ce que ça veut dire ? On veut empêcher, par tous les moyens, une économie autonome palestinienne. Le développement d'accumulation, de dynamique d'accumulation de capitaux, d'une production autonome particulièrement agricole et industrielle. Donc vous avez jusqu'à aujourd'hui une domination, ce n'est pas propre à la Palestine, mais une domination très claire des toutes petites moyennes entreprises, mais de dépendance, que ce soit au niveau de la consommation locale, sur les produits israéliens. Ça devient un marché aussi d'exportation des produits israéliens. D'accord ? Tout ce qui est produits industriels et agricoles viennent en majorité de la production israélienne. On veut empêcher toute forme d'autonomie économique, et nationale, et de production, et autres. Donc, tout ce qui est niveau industrie et agricole, c'est tributaire des services sous-traités des secteurs israéliens, qui augmente sa dépendance à l'égard d'Israël comme source de revenus, d'emploi et de mise à niveau technologique. La majorité, Israël représente 90% des exportations de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et 70% de leur importation. Donc, une dépendance très forte. Okay ? Et ça s'est encore renforcé avec les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont encore mis plus de dépendance de toute forme, plus de dépendance et moins d'autonomie de l'économie palestinienne. Aussi, au niveau de la main-d'œuvre, donc une partie, un tiers en Cisjordanie et un tiers, un peu plus qu'un tiers à Gaza, est utilisée, mais sans qu'elle devienne, c'est pour particulièrement 2 secteurs de l'économie, industrie et construction. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Mais sans qu'elle devienne essentielle. Aujourd'hui, vous avez, après le 7 octobre, il y avait pas beaucoup de travailleurs de Gaza qui allaient en Israël, c'était à peu près 10 à 20 000, je crois. C'est surtout Cisjordanie, ça arrivait à 100 000. Okay ? Ça a beaucoup baissé après les accords d'Oslo. Et la première intifada, elle n'a jamais été dépendante. Et d'ailleurs, un certain nombre d'emplois aux Palestiniens étaient interdits parce que considérés comme de sécurité nationale. Mais dans la construction et l'agriculture, on va les laisser. Après 7 octobre, il y a un certain nombre de patrons dans l'agriculture et la construction qui ont dit, écoutez, si on ne peut plus avoir, parce que les permis de travail n'étaient plus délivrés, on ne veut plus avoir ces travailleurs palestiniens, il faut envoyer des nouveaux. Donc il y a une vraie question là, comment essayer aussi de redévelopper ces acteurs sans les travailleurs palestiniens. Donc ça, c'était aussi une politique de développement.
Maintenant, ça au niveau de l'occupation, la colonisation, et après on verra, ce sera regarder comment ces facteurs ont amené finalement en partie à la première intifada. Mais avant cela, il faut regarder l'évolution politique de l'Organisation de libération de la Palestine. Et pourquoi il y a une évolution? Dans les années, quand ils prennent le pouvoir, les factions armées palestiniennes, du Fatah et autres, ont pour programme un seul État, démocratique et civil. Ils n'utilisent pas le terme laïque. Civil dans le sens madaniya, où, c'est-à-dire il y aura une forme de coexistence, égalité entre musulmans, chrétiens et palestiniens. Et il y a une avancée par rapport à l'ancien programme de l'OLP qui était dirigé plus par l'Égypte et autres, c'est que tous les citoyens de confession juive, quelle que soit leur arrivée en Palestine, pourront rester en tant qu'égaux. Ce qui n'était pas le cas dans le précédent programme de l'OLP. Par contre, cet État devra mettre en place un démantèlement des structures de l'État d'Israël connu, qui avait une discrimination systémique et autres. Mais il n'y avait pas du tout ce discours qui est souvent mis en avant, on va jeter les Juifs à la mer, pour dire les choses simplement, qui était promu par une partie de la direction israélienne. Au contraire, c'était un État démocratique et civil de coexistence à mettre en place. Ça va être de plus en plus remis en cause. Deux raisons principales. Les défaites successives de l'OLP. La première, c'est en 1970, vous avez le Septembre Noir en Jordanie. Répression massive de la monarchie hachémite qui voit la progression de l'OLP en Jordanie. Il ne faut pas oublier, une grande partie de la population de Jordanie est palestinienne. Il les considère comme un État dans l'État. Et va se servir à la suite d'une action de détournement d'avions par un groupe armé palestinien, mais aussi il y avait de prétextes pour une répression qui touche pas simplement les factions armées, mais aussi les civils palestiniens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait de plus en plus une alliance entre le mouvement national palestinien et la gauche jordanienne contre le royaume hachémite. Donc aussi, c'est de réprimer, c'est possible, menace au royaume jordanien, qui était pro-occidental et conservateur. Deuxième défaite, c'est la guerre du Liban. Le mouvement national palestinien aussi là va essayer de s'allier une partie de la gauche et tout pour créer un nouvel État ou réformer l'État libanais pour que ce soit plus un État démocratique, laïque et résistant. D'abord, le premier ennemi, ce sera le régime syrien qui rentre pour faire face à cela, mais après, ce sera Israël, fin des années 70, et surtout l'occupation d'une partie de Beyrouth, le siège de Beyrouth, qui pousse l'OLP à quitter le Liban, et c'est la première fois que l'OLP se retrouve loin des frontières avec la Palestine historique. D'accord ? Et il se retrouve en Tunisie. Et face à ces défaites successives, le côté, on va dire, plus conservateur, qui cherche des alliances avec les monarchies du Golfe, les pouvoirs occidentaux, disent la seule solution pour qu'on s'en sorte, c'est la solution à deux États. Et on va progressivement accepter cette solution qui sera mise en place ou qui sera acceptée officiellement en 88 par l'acceptation des résolutions 242 et 338, qui sont des messages envoyés particulièrement aux États-Unis pour dire on accepte la solution à deux États. Ça avançait depuis les années 70. Et les accords d'Oslo, l'autre élément, les deux autres éléments qui expliquent pourquoi l'OLP va signer un accord qui est perçu comme une capitulation politique, c'est que tous ces financements sont coupés en 91 après que l'OLP ait soutenu le régime irakien de Saddam Hussein dans son occupation du Koweït et face à ensuite la réplique américaine et autres. Les monarchies du Golfe coupent les fonds. Et par peur, on verra par l'intifada, d'un leadership national palestinien alternatif issu des territoires occupés. Et c'est un peu pour ça qu'il va accepter tout et n'importe quoi, d'où les accords d'Oslo, qui seront très largement refusés par une grande partie des acteurs politiques palestiniens, de droite et de gauche, et des intellectuels palestiniens, y compris Edward Said, très connu, et autres. Et dans les partis qui refusent, il y a le Hamas, qui est formé en 87 lors de la première intifada palestinienne. En deux mots, l'intifada palestinienne de 87, parce que je vois que j'arrive vers la fin et que je parle beaucoup, c'est un mouvement populaire par en bas, une explosion populaire à la suite de tueries de Palestiniens, et qui va s'étendre de la Cisjordanie à Gaza, et qui est issu en partie par la montée de mouvements populaires par en bas dans les territoires occupés.
de mise en place de syndicats de travailleurs, d'organisations féministes, de paysans, qui vont développer ce qu'on a appelé le sumud al-muqawam, c'est-à-dire la détermination résistante, créer leur propre autonomie, et on va avoir un mouvement populaire absolument fantastique. On parle de 80% de la population qui participe à ce mouvement, et surtout une présence des femmes très très marquée, hein, et qui va remettre en cause l'occupation en partie israélienne, par ce mouvement très fort, très en partie pacifique. Et c'est là où va naître le Hamas. Le Hamas est issu des frères musulmans en Palestine. D'accord ? Ils avaient une existence dans les fin des années 30, 40, entre 48 et 67. Voilà, ils n'ont pas forcément des structures établies en Palestine, en partie, à Gaza et autres, mais c'est vraiment après 67, on a d'abord l'association Mujamma à Gaza, qui est un peu la vitrine des frères musulmans sans le dire officiellement. Et qui va se développer en prenant le choix le slogan de l'époque, c'est « On ne participe pas directement à la confrontation avec les Israéliens. Notre but, c'est d'étendre nos réseaux d'organisations civiles, de charité et autres. Et le slogan, c'est de dire « Nous résisterons quand la société sera suffisamment islamique. » Et c'est pour ça, en partie, Israël va laisser se développer le Hamas, les frères musulmans. C'est parce qu'ils veulent diviser la scène politique palestinienne, et eux ne résistent pas contre les Israéliens. Et donc c'est faux de dire que Hamas est une création d'Israël, comme certains le disent, mais ils ont favorisé son développement pour créer des divisions. D'accord ? Et en 87, il y a déjà une première division au sein du Hamas qui va former, c'est comme ça que vous comprenez, le djihad islamique est une première session des frères musulmans. Vous avez des gens aussi inspirés par la révolution iranienne, par un discours tiers-mondiste, disent ça ne suffit, on ne peut pas attendre que les gens soient suffisamment islamiques ou pas pour commencer la résistance. Nos frères et sœurs palestiniens subissent la répression, d'autres mouvements participent à la résistance, nous devons y participer. Et c'est comme ça en partie les deux raisons principales que le djihad islamique est né au début des années 80 et qui subira parfois des répressions des membres des frères musulmans qui voient d'un mauvais œil cette scission. Et en 87, quand l'intifada commence, la partie la plus radicalisée, une partie de la jeunesse issue des frères musulmans dit « maintenant ça suffit, si on ne participe pas, on sera complètement décrédibilisé au niveau de la population palestinienne ». Et au début, on dit « ok, on garde Mujamma, qui est la vitrine, et on crée Hamas. Si ça marche, on ira là-dedans, et ça a été un succès. Et c'est là où Hamas, progressivement, en refusant les accords d'Oslo, en refusant, dès 87, ils ne sont pas contre la solution à deux États. Vous avez déjà des déclarations qui disent on est d'accord. Mais ils refusent les accords d'Oslo, comme un grand nombre de partis politiques, et vont faire le choix de la résistance armée. Et ce qui va progressivement les amener à devenir le principal parti politique, et ils vont gagner les élections de 2006 sur quelques raisons fondamentales. Échec du processus d'Oslo, accord qui devait mener... Les accords d'Oslo n'ont jamais, de facto, dit on va mener à la création d'un État palestinien. En 93, la seule chose qui est donnée aux Palestiniens à travers les accords d'Oslo, c'est la reconnaissance de l'OLP comme acteur légitime des Palestiniens. Toutes les questions qui sont création d'un État palestinien, le droit au retour, le statut de Jérusalem, statut même des colonies, il n'y a pas écrit à un seul moment qu'il faut enlever les colonies, sera rediscuté dans 5 ans. Échec des accords d'Oslo, montée de la répression, deuxième intifada, Hamas aussi gagne sur l'échec du projet politique de l'autorité palestinienne qui est formée à travers cela, et par la corruption endémique de l'autorité palestinienne, sa collaboration avec l'État d'Israël au niveau sécuritaire. Deux dernières choses sur Hamas. La première charte qui est faite en 87 et pas un travail, disons, c'est fait par un individu très salafisant, on va dire salafiste, où vous avez même des propos antisémites. Hein. Dans cette première charte, il y a notamment référence au le complot juif mondial pour prendre et autres, j'ai des blancs aujourd'hui, c'est horrible. Référence au papier inventé, le protocole des sages de Sion, merci. Invention des services de sécurité de l'Empire russe, début du XXe siècle, qui sont même mentionnés dedans. La nouvelle charte de 2017 est par contre beaucoup plus un travail collectif qui est le travail de plus d'une décennie entre différents acteurs palestiniens, acteurs palestiniens au sein du Hamas,
qui est beaucoup plus en phase avec le droit international, avec l'issue de la question des 2 États, et où toute mention antisémite est complètement enlevée et remplacée dans une perspective où on est dans une lutte anticoloniale et antisioniste. Pour revenir par la suite, on a déjà traité de l'intifada, les accords d'Oslo également, comme je vous disais, est très perçu comme l'application du plan Allon. Qu'est-ce que ça veut dire ? On donne à l'autorité palestinienne le devoir de gérer les Palestiniens, mais la colonisation continue. Ça, c'est les détails des accords d'Oslo. Ce n'est pas très important de voir tout, mais on peut voir qu'il y a une division. Je ne sais pas si vous connaissez les zones A, B et C, mais qui n'ont même pas, ça c'est l'aspect théorique, parce que la zone A, qui est soi-disant sous contrôle de l'autorité palestinienne, vous avez des incursions, pas pour dire des continuations de l'occupation israélienne continue. Donc on a parlé de ça. Il faut aussi savoir, quand je vous disais la question, pourquoi le but des accords d'Oslo, c'est de liquider la question palestinienne déjà. Et c'est pour ça qu'on voit une continuation avec les accords d'Abraham en 2020. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous ai dit déjà, les accords d'Oslo ne parlent pas d'un État palestinien, ne parlent pas du droit au retour, ne parlent pas de la question des colonies. La colonisation s'est étendue. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 200 000 à 300 000 colons en 1993. Aujourd'hui, ce sont plus de 700 000. Plus de 700 000. Le contrôle sur la Cisjordanie a été étendu, sa domination. Le but étant, à travers cela, liquider la question palestinienne et surtout consolider l'hégémonie américaine dans la région. On se rappelle, après la fin de l'Union soviétique, c'est le moment unipolaire. Et de pousser l'intégration d'Israël avec le Moyen-Orient, avec ses alliés. Les accords d'Abraham sont une continuation. Dans ce cadre-là, c'est pour consolider, ça on a vu en partie la semaine dernière, l'hégémonie américaine dans la région, l'intégration et l'alliance entre Israël et les monarchies arabes, ou régimes arabes aussi. En conclusion, c'est que la question palestinienne et continue jusqu'à aujourd'hui, mais elle a des dynamiques à la fois locales, régionales et internationales. D'accord ? Local dans le sens, vous avez toujours un projet de colonie de peuplement continu, continuation de la colonisation, de l'occupation. D'ailleurs, l'arrivée de Trump accélère ces dynamiques. Un certain nombre de ministres israéliens, de Smotrich et autres, qui sont dans l'extrême droite israélienne, ont appelé l'année de la souveraineté israélienne sur la Judée et Samarie. Ça veut dire la Cisjordanie. D'accord ? Donc, continuation et qui a été avalisée et soutenue par différents officiels de l'administration Trump. D'accord ? Donc ça, c'est les dynamiques locales en partie. Sans parler de la guerre génocidaire comme caractérisée par la Cour internationale de justice et d'autres organisations de droits humains à Gaza. Régional, c'est que ça ne s'arrête pas. Parce qu'on a pu voir extension de l'occupation de la guerre israélienne au Liban, et l'occupation est toujours présente. 5 points stratégiques au sud du Liban sont toujours présents. Il y a des continuations de bombardements. Et de la Syrie, continuation et augmentation de l'occupation israélienne au sud de la Syrie, bombardements et autres. C'est sans parler il y a eu aussi des attaques, que ce soit au Yémen ou en Irak. Donc ça, et finalement international, par ces dynamiques internationales, des alliances politiques, est-ce que ça a aussi comme dynamique politique sur la scène, les scènes à la fois des démocraties occidentales, qu'elles soient européennes ou états-uniennes. Le dernier exemple en date de montée de la répression, de forme d'autoritarisme, c'est l'arrestation d'un jeune étudiant, je crois d'origine palestinienne, à Columbia, si je ne me trompe pas, à l'université américaine, menacé d'expulsion à nouveau. Donc on voit, et dans nos sociétés également. Donc on voit que la Palestine, et en partie la guerre génocidaire à Gaza, a des reflets, est le reflet de dynamique pas simplement locale, mais internationale. Et c'est là où c'est important d'étudier la question palestinienne dans cette trajectoire historique, comprendre ses sources et comment on est passé d'une question juive en Europe, de montée de l'antisémitisme et autres, à une question palestinienne au Moyen-Orient. Mais qui, encore une fois, ces contours, ces dynamiques, ne se résout pas simplement à cette région, mais à des dynamiques internationales. Et ça, c'est important de le voir. Donc c'est aussi pour ça, c'est important d'enseigner cette question loin de tout tabou. Et la pire chose qu'on peut faire au niveau de l'histoire, c'est d'essayer d'empêcher de l'enseigner, dans un savoir critique, loin
j'ai envie de dire, des thèses orientalistes, essentialistes, ou de soi-disant basées sur des conflits de civilisation et autres. Mais le replacer, encore une fois, dans son contexte et trajectoire historique, pour mieux le comprendre, tout simplement. Et pour empêcher toute forme de choses qui sont nauséabondes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Aujourd'hui en Israël, quelle est la version historique, justement, la trajectoire historique de la création d'un État? Qu'est-ce qui enseigne à l'école, par exemple? Je ne suis pas un spécialiste sur la question, mais la version dominante de ce que j'ai pu lire, c'est tout d'abord que, et c'est un peu là où on fait des comparaisons avec les dynamiques qu'il peut y avoir dans le mythe de la construction d'une économie, d'un pays, avec ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Dans le sens où vous aviez des populations qui n'ont pas permis le développement de ces territoires, de cette économie. Qu'en fait, eux, ils ont fait fleurir un pays du désert. Bon, quand on connaît la géographie palestinienne, c'est loin d'être un désert. C'était déjà une économie relativement bien développée par rapport au Moyen-Orient. Mais c'est ce discours que nous avons fait fleurir cette économie où il n'y avait rien. Nous sommes venus où il y avait quelques groupes de population arabe, majoritairement bédouines ou autres, nomades, mais nous avons développé les institutions et autres. Et donc voilà qu'une majorité fuyait les génocides, la Shoah et autres. Et aussi ce qui est problématique, c'est une historiographie qui est profondément, encore une fois, européenne. Parce que le discours et l'historicité des populations orientales de confession juive est très peu travaillée et développée. À part le fait que après 1948, les États arabes ont poursuivi des politiques discriminatoires envers les populations de confession juive et dès lors ont pu trouver refuge en Israël. Alors, il y a eu des politiques discriminatoires, mais en même temps aussi, par exemple en Irak, ça a été très bien documenté que les services de sécurité israéliens naissants, services de sorte de ce qui allait constituer les futures armées de renseignement ou services de renseignement, ont développé une campagne ils posaient des bombes dans les synagogues à Bagdad et autres pour encourager le départ des populations juives. Il faut savoir que l'Irak, c'était une des plus grosses populations du Moyen-Orient avec l'Iran. Donc les pousser à partir vers Israël en disant qu'ils étaient en insécurité. Ça ne veut pas nier qu'il y a eu des populations discriminatoires par un certain nombre d'États arabes et régionaux contre les confessions juives après 1948, où il y a eu malheureusement certains amalgames également faits par des États arabes entre juifs et israéliens. Donc au niveau de l'éducation aussi, c'est jusqu'à récemment, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la Nakba était interdite d'être enseignée à l'intérieur de l'État d'Israël, c'est-à-dire une histoire alternative du narratif dominant. Mais à la suite du 7 octobre, alors manière, on peut dire, je ne sais pas si c'est ironique, mais ceux qui parlaient de Nakba à la télévision, c'était les ministres israéliens du gouvernement de Netanyahou pour dire on va faire une nouvelle Nakba à Gaza. Donc une reconnaissance, mais en disant du terme, même de dire Nakba était criminalisé, ou les journées de la terre. Donc voilà, c'est de dire, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme de comparaison avec ce discours. On est à la conquête de l'Ouest. C'est nous qui avons développé la terre et autres, qui a été reprise en partie, avec des aspects différents, certes, mais il y a des dynamiques conjointes. Oui. Et par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'il y a aussi une instrumentalisation de l'antisémitisme, de la Shoah, de tout ce qui s'est passé, et du coup une surutilisation, ils utilisent eux-mêmes du coup par rapport à leur peuple pour justifier du coup, par exemple dire que la Nakba n'a pas existé, puis après le reconnaître quand reproduire ça du coup. Alors maintenant, c'est pas que la Nakba n'a pas existé, maintenant ils sont, les nouveaux historiens israéliens en parlent, mais certains, surtout à droite, disent qu'on n'est pas fini le travail. C'est plutôt, l'interdiction de la Nakba, c'est une volonté de ne pas avoir,
pour faire suite à la première question, un discours alternatif enseigné aux Palestiniens et Palestiniennes, de développement de leur propre curriculum, et qui soit présent sur la scène politique à l'intérieur de l'État d'Israël. Sur l'instrumentalisation, certes, elle est présente. C'est aussi pourquoi j'ai parlé de définition des pogroms. À la suite, et encore une fois, quel que soit son avis, on peut condamner les opérations qui ont eu lieu le 7 octobre, majoritairement constituées les deux premières opérations militaires. Après, il y a une troisième le même jour du 7 octobre par différents groupes, mais c'est principalement dominé par le Hamas. On peut les condamner. Il y a eu des exactions qui ont été faites contre des civils. Mais de parler, de caractériser ces événements de pogrom, de montrer qu'il y a une continuation concrètement avec l'histoire européenne, à partir de l'Europe de l'Est, de la Russie et autres, a une volonté, oui, d'instrumentalisation politique, de dire que l'antisémitisme est un phénomène constant qui a touché les populations européennes et qui maintenant touche les populations arabes, et que c'est la haine des populations juives. Ce n'est pas une réaction face à un contexte politique caractérisé par l'occupation, la colonisation et autres. Et donc là, oui, il y a une instrumentalisation de ce terme qui, comme je vous l'ai dit, ne s'applique pas dans ce cadre-là. Parce qu'il y a un changement qui est l'opprimé par rapport à qui est l'oppresseur. Donc l'utilisation de ce terme est une volonté de monter une continuité historique. Et dès lors, une instrumentalisation. J'ai parlé notamment de l'exemple aussi à une instrumentalisation faite de certains personnages historiques, notamment de Netanyahou par Mufti al-Husseini. Et d'ailleurs, une fois, il y a eu, je crois que c'était lors du gouvernement Orban, il y a peut-être un peu moins qu'une décennie, l'ambassadeur israélien a critiqué les paroles du président hongrois, qui est très souvent dans ces théories de la conspiration, qui tombent dans l'antisémitisme, et qu'il a critiqué cela. Netanyahou, à l'époque Premier ministre déjà, avait dit à son ambassadeur qu'il ne devait pas se mêler d'affaires internes, et dès lors qu'il devait arrêter de critiquer Orban. Et de même, on peut voir qu'il n'y a pas un travail sérieux fait par ce gouvernement de volonté de lutter contre l'antisémitisme quand il y a des alliances de facto avec des présidents, des dirigeants qui eux-mêmes promeuvent dans leur propre société l'antisémitisme. De Bolsonaro, Trump a eu un certain nombre de discours qui sont problématiques, pour ne pas dire le moins, ou pas condamner ses supporters à Charlottesville, il y a plus de 10 ans, qui manifestaient au son les États-Unis ne seront pas juifs. Ou bien des autres attentats qui ont eu contre une synagogue qui accueillait des réfugiés, n'a pas voulu les condamner de manière explicite. Donc il y a une instrumentalisation et surtout qu'il y a une production de facto d'une forme d'antisémitisme en se prétendant représentant de toutes les populations juives dans le monde. Et qui est problématique parce que ce n'est pas le cas. Il y a une grande diversité des opinions politiques et je pense que le meilleur exemple de cela, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est pour ça que je dis aux États-Unis, pour la première fois, je pense depuis 1967, il y a une remise en cause de l'hégémonie dominante du sionisme sur les populations juives des États-Unis, qu'on voit aussi apparaître en Europe. Mais ce n'est pas la même démographie. Les États-Unis, c'est 6 millions à 8 millions, je crois, de personnes de confession juive, une grande diversité. Et Jewish Voice for Peace, c'est des dizaines de milliers, centaines de milliers. Eux, ils représentent, ils disent des millions, mais il y a aussi, on peut être sympathisant de Jewish Voice for Peace sans être de confession juive. Mais c'est très clair que quand on regarde les campus américains, quand on regarde l'investissement des jeunes de population de confession juive, il est énorme. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une remise en cause très nette à ce niveau-là. Donc j'arrive à toi, je finis juste. Donc oui, il y a une certaine forme d'amalgame, d'instrumentalisation, alors qu'il faut être très clair. Il faut lutter contre toutes les formes de racisme, islamophobie, antisémitisme. Et l'antisémitisme est une réalité dans nos sociétés, mais principalement un antisémitisme. Il faut aussi voir sa production, son développement. L'antisémitisme dominant historiquement en Europe est issu de l'extrême droite, et il l'est toujours. C'est toujours la principale production. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir des sentiments et des expressions où, par exemple, quand le Hamas reprenait les protocoles de Sage de Sion, c'était un discours antisémite, mais sa production, d'où son origine, n'est pas du tout similaire qu'à l'Europe. Et de comprendre ces sources, c'est les meilleurs moyens pour lutter contre l'antisémitisme. C'est pour ça que moi, je joins à l'idée que Israël est de facto, par ses politiques, un producteur d'antisémitisme.
Ce qui ne veut pas justifier, expliquer des paroles antisémites issues de l'extrême droite ou d'autres qui peuvent être, se trouver à d'autres. Mais c'est de comprendre d'où vient la production du racisme, quel qu'il soit, et de lutter contre toutes les formes de racisme, et dont l'antisémitisme existe, et d'ailleurs les racismes se nourrissent entre eux. Donc c'est lutter tout à la fois. Pour moi, il faut être très clair là-dessus, même s'il y a amalgame qui est fait, il faut combattre ce genre de discours. Question. Oui, c'était sur les différentes forces politiques. Enfin, Ouais. tu as dit que la scène politique palestinienne a mis du temps à se reconstruire, Mm. et aussi tu sais que c'était un peu régional. Est-ce que les différentes forces, enfin les différents groupes politiques, les gens y adhèrent par adhésion politique ou parce que c'est régional? Alors, l'adhésion politique dans les années, fin des années 60, début des années 70, c'est par dynamisme politique, par peut-être aussi référence selon des personnalités, selon les groupes où on se situe, mais c'est des dynamiques principalement politiques. C'est une grande dynamique sur la scène politique palestinienne. Le Fatah, bien sûr, attire principalement à cause du fait de l'action armée. Il est très présent dans les camps, etc. Mais la gauche palestinienne, par exemple, particulièrement le Front populaire pour la libération de la Palestine, Front démocratique, attire pas simplement par leur résistance armée, par leur discours politique de classe, internationaliste et autres. Il n'y a pas des régions particulières, je dirais, propres. Ces dynamiques politiques, on trouve des troupes de gauche, Fatah un peu partout, que ce soit dans les camps de réfugiés et autres, donc des dynamiques qui sont propres à chaque région. Il y avait aussi le Parti communiste palestinien qui était très présent dans les territoires occupés. Et après, il y a bien sûr, par contre, au niveau historique, tout en étant présents en Cisjordanie, les frères musulmans ont toujours historiquement un grand rôle à Gaza, et lié à l'Égypte, parce qu'il y avait un grand rôle des frères musulmans en Égypte. Après, au niveau régional, après, ça peut avoir des dynamiques aussi par rapport à certaines familles aujourd'hui, selon les villages et autres. Mais je dirais que c'est principalement des dynamiques politiques. Après, pour donner un exemple, là, il y a eu une évolution, c'est que en dehors de Gaza, après 7 octobre, il y a une dynamique très forte de recrutement au sein du Hamas. Cisjordanie, Jordanie et Liban. Et moi, j'ai fait des interviews avec des jeunes qui sont maintenant, un qui était militant donc, dans la brigade armée du Hamas en février 2024, et un autre qui était semi-permanent, qui était dans tout ce qui était l'office qu'on appelle Darwa, c'était l'appel religieux, pour tout ce qui est... Et leur principale motivation pour rejoindre le Hamas, qui était relativement récente, c'était la question de la résistance armée. La religion était souvent... C'est l'acteur qui, pour nous semble résister, qui a les moyens, et autres, c'est pour ça qu'on le rejoint. Ce qui n'empêche pas qu'ils doivent suivre après un certain mode orthopraxie, orthodoxie religieuse et autres, mais leur principale source de rejoindre, ce qu'on peut retrouver dans le Fatah des années 60, 70, c'est la question de la résistance armée. Donc ça, c'est ces dynamiques qu'il faut prendre en considération, les comprendre, les expliquer, mais aussi de dire qu'aujourd'hui, il y a un grand désaveu de principaux partis politiques, comme capacité de trouver une solution pour la libération, une stratégie de libération. Il y a beaucoup de Palestiniens et Palestiniennes qui ne trouvent pas, même avec le Hamas, une stratégie de libération. Donc un désaveu relativement important. Et en plus, il y a d'autres dynamiques, bien qu'on retrouve ces partis politiques à l'intérieur, j'ai envie de dire, de l'État d'Israël. Le problème, c'est que la plupart des partis, surtout après les accords d'Oslo, la question des réfugiés, des réfugiés devenus secondaires, mais aussi des Palestiniens 48, qu'est-ce qu'on fait avec eux, des Palestiniens citoyens d'Israël? Quel avenir parce que les accords d'Oslo, il n'y avait aucune perspective pour eux, de même que pour les réfugiés. Donc ça aussi, ça fait qu'il y a une composition politique un peu différente des territoires occupés ou des camps de réfugiés. Oui. Est-ce que la zone C des accords d'Oslo correspondait au territoire colonisé en Cisjordanie par Israël depuis 1967? Tu avais dit qu'il y avait une continuité entre les territoires colonisés depuis 1967 et la zone C. Alors, la zone C, c'est principalement les zones rurales. Et ce que je disais, c'est que les colonies suivaient souvent le fait. Alors, ils sont très souvent en zone C, où il n'y a pas de présence palestinienne initiale, en tout cas, ou des petits villages palestiniens. Et très souvent, qu'on visitait, après, ces colonies étaient souvent sur les collines, en regardant par en bas les villages. Donc, aussi une zone stratégique. Et très souvent, où il y avait des ressources en eau de nappe phréatique.
Donc c'est là plutôt où ça suit. Mais ça s'étend tellement que c'est des mini-villes. Hein. C'est bien souvent des mini-villes. Et il y avait eu même une tentative d'attirer à travers... Alors, il y avait une dynamique religieuse, mais certains sont aussi venus, et c'était une manière de répondre à la crise du logement en Israël en 2011. Il y a eu un large soulèvement, il y a un mouvement populaire en Israël contre la hausse des prix et autres, les crises du logement. Une partie de la réponse, c'est de construire plus de colonies, et on donnait des avantages fiscaux. Ça coûte moins cher et tout ça. Et très souvent plus grand de ce qu'on peut trouver à Tel Aviv ou autre. Oui. J'avais lu un livre qui parlait d'un autre type d'inégalité. C'était par rapport à l'arrivée un peu plus tardive des Juifs d'Israël, en Israël, il me semble. Orientaux. Donc en fait, les Israéliens qui avaient le plus de rapports de domination, donc c'était plutôt les Juifs qui venaient d'Europe, les Ashkénazes. Tout à fait. C'est ça, et donc il y a une discrimination supplémentaire sur les Juifs qui viennent du Moyen-Orient. Et c'est quoi à peu près la dynamique Alors historiquement, vous avez totalement raison, sachant que la société israélienne n'est pas du tout homogène, hein, tout en étant un État de discrimination systémique et systématique envers les Palestiniens et Palestiniennes, ce qui ne fait pas qu'il y a des différences de classe, des différences démographiques, ethniques au sein de la population israélienne. Et c'est pour ça, encore une fois, on revient à l'origine. Qu'est-ce que c'est le projet sioniste? C'est un projet fondamentalement européen, ashkénaze, blanc. Même si eux étaient considérés comme des non-blancs. Il faut juste se rappeler. Même que les populations irlandaises, les populations juives d'Europe étaient considérées des populations non-blanches. Et donc, on pouvait discriminer à soi. Je dis la logique. Et avec l'arrivée des populations, qu'on appelle juifs mizrahi, juifs orientales et autres, séfarades, pour beaucoup de juifs orientaux, ils étaient considérés comme avoir une culture arriérée, trop proche des Arabes, une compréhension de la religion qui n'était pas similaire dans leur pratique, dans leur compréhension que les juifs européens, considérés comme plus modernes et autres. Et trop souvent, leurs villes et villages étaient proches des populations palestiniennes. Et ils ont été mis dans des camps. Et c'est pour ça que très souvent, dans les années 70 ou 80, cette deuxième génération, les enfants de ceux-là, vont très souvent voter pour les partis de droite et pas historiquement issus du parti travailliste. Parce que pour eux, le parti travailliste, c'est eux qui les ont discriminés, qui les ont mis dans les camps, qui les traitaient de pas assez modernes. Et ils vont voter pour la droite qui va recruter par le parti Shah, qui est le parti orthodoxe religieux plutôt orientaux, mais aussi d'autres partis de droite, du Likoud et autres, qui n'ont pas perçu comme ceux qui étaient au pouvoir, qui a eu des politiques discriminatoires envers eux. Et c'est aussi ça qui explique le changement de la scène politique à l'intérieur de l'État d'Israël, le démantèlement des structures sociales de l'État, du Izraout et tout ça, qui était la base du pouvoir de l'État travailliste, qui lui-même a mis en place des politiques néolibérales, donc a permis en partie son démantèlement, mais aussi la manière dont il a traité et comment il était perçu par ces populations. Et vous avez encore d'autres, c'est par exemple les populations falachas, les juifs d'Éthiopie, qui sont encore considérés en dessous des populations orientales juives. D'accord ? Donc, vous avez ces différentes stratifications au niveau... et l'élite dominante jusqu'à aujourd'hui, même si elle a été en partie remise en cause, reste quand même relativement ashkénaze. Mais ces dynamiques sont présentes, ont été présentes et ont constitué une partie de l'histoire nationale israélienne. Vous avez même un groupe au début des Juifs orientaux qui ont essayé de mettre en place une forme similaire aux Black Panthers, mais pour les Juifs orientaux, qui a été réprimée, qui voulait essayer de faire des formes de collaboration avec les Palestiniens et Palestiniens, mais ça a été réprimé. Et aujourd'hui, une grande partie vote plutôt à droite et à l'extrême droite. Oui. Moi, j'avais plus une question par rapport aux dynamiques. Je parlais des dynamiques locales et régionales un peu à la fin, et du coup, je me demandais plutôt par rapport au projet du projet d'Israël, l'expansion du groupe de Israël dans la région. Selon les interlocuteurs de la classe politique israélienne, le grand Israël, il va jusqu'à
au fleuve en Irak, jusqu'au Caire, plus qu'au nord du Liban, jusqu'au Litanie. D'ailleurs, là, durant l'occupation israélienne du sud Liban, actuellement, il y a encore des 5 points névralgiques qui sont contrôlés. L'armée d'occupation israélienne a laissé rentrer des rabbins plutôt fondamentalistes pour aller sur un lieu où serait, je crois, passé un Moïse, donc permis de visite et autres, et qui clament ce territoire. Donc, après, pour le Likoud, historiquement dans son programme, c'est pour ça que, criminaliser le slogan quand c'est les Palestiniens qui disent du fleuve à la mer, la Palestine sera libre, eux, c'est leur carte depuis avant les accords d'Oslo qui ont maintenu, c'est toute la Palestine historique. Donc après, vous avez encore certains qui vont encore plus loin. Donc ça dépend du cadre politique dans lequel vous êtes. Mais clairement, la Cisjordanie, c'est le principal objet. Mais maintenant, le projet ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, vous avez au Golan occupé 20 000 colons, vous avez 20 000 citoyens syriens. Le budget a été plus que doublé pour essayer de doubler la population de colons sur le Golan occupé. L'extension de l'occupation israélienne sur le Golan et le sud n'augure pas de volonté de renvoyer. D'ailleurs, de redonner ce territoire à future Syrie. Et surtout, je crois qu'il a été, mais si je revérifie, je crois que pour maintenant, si le Golan devait revenir sous souveraineté syrienne, il faudrait qu'il y ait un référendum national en État d'Israël au niveau parlementaire. J'ai un doute maintenant sur un des deux. Et donc, les budgets ont augmenté, volonté de doubler la population. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas du tout une volonté de... voilà. Une des choses particulières, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les frontières de l'État d'Israël. Ça n'a pas été établi, c'était aussi des choses qu'il fallait faire durant les accords d'Oslo. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas clair où s'arrêtent les frontières de l'État d'Israël. Donc, ce qui fait aussi émerger plein d'idées qu'on pourrait considérer farfelues si malheureusement, peut-être, elles n'étaient pas vraies. Et ce projet, il date de... Ça dépend des mouvements politiques issus du sionisme où les frontières sont différentes. C'est vrai qu'au niveau, pour les fondamentalistes religieux de confession juive, la Judée-Samarie, c'est pour ça qu'ils l'appellent telle qu'elle, a plus de justification, entre guillemets, religieuse que Gaza. Et une partie du sud Liban, jusqu'au Litanie. Mais après se mêlent à cela, au-delà des considérations religieuses, des considérations géopolitiques, ou politiques, ou militaires. Donc ça dépend. Ça va pour la journée aujourd'hui? Je sais que je vais essayer de faire plus court. Oui, madame. J'ai une question un peu du cours en général. Est-ce que vous avez par hasard un programme de chaque lundi des thèmes Oui, alors je pourrais, je ne sais pas comment on peut le mettre, peut-être sur le GRC. Ouais, je vais l'envoyer, je vais le mettre sur la page du GRC, juste pour votre information. La semaine prochaine, ça sera sur le nationalisme arabe, les différentes idéologies du nationalisme arabe. Dans 2 semaines, c'est normalement les différentes branches de l'islam politique. Et après, je vais voir où je continue. Mais j'avais peut-être une envie, je voulais peut-être vite voir avec vous, peut-être l'idée d'inviter une amie, puis une académique universitaire qui vient de sortir un livre sur les Palestiniens en Syrie, pour parler de leur trajectoire historique. C'est à la fois un travail sociologique très intéressant, et aussi leur parcours politique, que ce soit au niveau sociologique et tout. On pourrait l'inviter par Zoom. Elle présente son livre maintenant, et avec un cas particulier du camp de Yarmouk, qui était constitué. C'est en fait le camp de Yarmouk, c'est une ville à Damas, c'est au sein de Damas, qui était considérée un peu comme la capitale palestinienne dans la diaspora. Il y avait un vivier politique très intéressant, et montré par rapport actuellement, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je pourrais peut-être lui proposer, ou bien on continue, après ça sera la session 5, l'Iran, et après processus révolutionnaire, puis après on verra jusqu'à après Pâques. Mais je vais mettre ça avec le GRC. Merci beaucoup pour votre attention et votre...